Cordier, merci beaucoup de m'accorder cette interview, vous qui avez bercé l'enfance de nombreux de nos viewers. Tant mieux. Je prends mes petites questions. Oui, bah oui. Donc je ne sais pas s'il est vraiment besoin de vous présenter, parce qu'en fait vous êtes quand même une des actrices de doublage les plus connues qui soit en France, du moins. Mais on va quand même, pour ceux qui éventuellement vivraient dans une grotte depuis des années et ne vous connaîtraient pas, on va quand même tenter de répondre à la question. Brigitte Lecordier, qui êtes-vous? Eh bien, je suis comédienne, mais je suis une comédienne un peu particulière parce qu'on me connaît surtout pour ma voix, et notamment pour des voix de dessins animés, notamment japonais, tels que Dragon Ball, Ranking of Kings récemment, aussi, accessoirement. Et puis des créations françaises comme La Petite Mort, Pied-Doudou, Bonne Nuit les Petits, etc. Très 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 bon d'ailleurs, j'ai une question là-dessus, un bien, peu plus tard. Alors, si on revient un peu en arrière, je sais que vous venez du monde du cirque. Oui. Et que votre rêve de petite fille, c'était d'être clown. Oui, tout à fait. Voilà. Alors la question, c'est comment on passe d'un clown quasi muet, si j'ai bien compris, à du doublage en fait. Parce qu'en fait, on est venu me chercher au cirque parce que j'étais une petite personne assez marrante et assez mobile. Et donc, on avait besoin de moi pour une pièce de théâtre qui s'appelait Autosatisfaction, qui se jouait au TEP à Paris. Et puis du coup, je suis partie dans l'aventure du théâtre. Et puis, en fait, après, ça fait boule de neige, ça ne s'est jamais arrêté. On vient te chercher, tu sais, on vient te voir pour un rôle, et puis on t'en propose un autre, puis un autre, puis un autre. Puis voilà, ça s'enchaîne comme ça, en fait. Et donc, tout ça sans formation, du coup, comme vous l'avez dit, vous avez fait du théâtre. Oui. Et en fait, vous avez été formée sur le tas. Alors, j'ai été formée sur le tas, mais quand même, j'ai fait une formation. D'abord, j'ai été formée comme clown. Et puis ensuite, après, je suis allée au cours de Pierre-Olivier Scotto, qui est un excellent pédagogue, avec qui je me suis bien entendue. On a fait d'ailleurs une de mes premières pièces qui s'appelait 1981, qui était un peu une satire des années 81, ce qui se passait, tout ça, un petit peu à la Canard enchaîné, voilà. Et puis on écrivait tous nos sketchs et tout ça, et puis voilà, puis c'est parti. Et c'est parti comme ça. Voilà. D'accord. Et ce professeur m'a appris justement à dire du texte classique, à savoir rire, pleurer, chanter, tout faire. C'était un excellent professeur qui sortait de la Comédie Française et qui était très très jeune. Ah oui, quand même. Pierre-Olivier Scotto, qui fait encore beaucoup de mise en scène aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, vous avez fait du théâtre, comme on vient de l'évoquer. Alors moi, j'ai vu sur une de vos interviews une petite anecdote qui moi me touche personnellement, parce qu'en fait, je suis la maman d'un ado autiste. Ah. Et je sais que vous avez incarné au théâtre justement un autiste. Une magnifique pièce qui s'appelait Au milieu de nulle part. Et vraiment, j'ai un souvenir incroyable. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont vue ont un souvenir incroyable de cette pièce. J'aurais beaucoup aimé la voir. Ah oui, ouais. Et du coup, comment on travaille un rôle comme celui-là? C'était très difficile. Oui, j'imagine. D'abord, j'avais lu le livre de Bettelheim dont était tirée la pièce, parce que c'est le personnage de Joey. Je ne sais pas si tu as lu Bettelheim. Non, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Bettelheim, c'était un scientifique américain qui avait déclaré dans les années 70 que s'il y avait des enfants autistes, c'était la faute des parents et beaucoup la faute des mamans. Voilà. Et il était parti sur ce truc-là, mais en même temps, il pensait que ces enfants avaient un intérêt, qu'ils étaient soignables. Et donc, il avait fait toute une structure aux États-Unis pour soigner les autistes. Et du coup, il les retirait de la famille pour essayer de leur apprendre des trucs. Et des fois, ça marchait. Ça dépend en fait de l'autisme, parce qu'en fait, il y a un autiste par forme d'autisme en fait. C'est ça. C'est très compliqué, mais c'est vrai que ce que vous me dites, ça me parle parce que c'est un peu mon parcours, c'est un peu ce qu'on nous a dit aussi. Ah oui, ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait une culpabilité horrible sur les parents, etc. Et moi, j'incarnais Joey, c'est un petit garçon en fait, qui reliait tout avec des fils électriques ou des fils. Toi, il avait une ficelle, il aurait relié la table à la caméra, de la caméra à la porte, là. Il reliait tout, et du coup,
Mais que là, il m'en a fait un électricien. Ce qui n'est pas bête. Ouais, il a dit, bah, tu vas relier. Et c'était génial. Mais alors, du coup, toi, il avait fallu que je me mette dans sa tête. J'avais pris une petite radio d'autoradio et j'avais mis des fils qui sortaient de partout. Et tu sais, il avait un tic, c'était toujours tiré sur les fils, comme ça. Et puis, plus il était ennuyé, plus ça tirait de partout, etc. Et puis, mais c'était un rôle extraordinaire, franchement. J'étais pratiquement seule en scène parce que mon camarade, tu sais, c'était un peu comme le Petit Prince. D'accord. Et donc, au début, on me voit dans un truc, je dis que j'appelle une tour de contrôle, j'explique qu'en fait, je suis seule au monde, que je suis tombée au milieu de nulle part, dans le désert australien, qui s'appelle le milieu de nulle part, qui est vraiment le milieu de nulle part, je pense, pour le coup. Et du coup, une tour de contrôle entre en contact avec moi et commence à me parler, à me faire des choses. Et j'accepte et je raconte une histoire abracadabrante d'un avion qui s'est écrasé, que je suis seul survivant, etc. Et au fur et à mesure, la tour de contrôle continue de me parler tout du long, mais me laisse dormir par moments, me dit qu'il faut manger. Et au fur et à mesure du spectacle, tu te rends compte que cet enfant, il n'est pas au milieu du désert et qu'il y a quelque chose, et qu'il a dit un truc tout à l'heure, mais là, il ne dit plus la même chose. Et ça avance. Et à la fin, tu te rends compte que l'enfant, il est au milieu de son bac à sable, avec, tu sais, la cage à écureuil. D'accord. Et que la cage à écureuil, c'est son avion, et que son bac à sable, c'est là, et que sa radio, c'est juste une boîte. D'ailleurs, toi, j'avais pris un autoradio, c'est une sorte de boîte en métal. Et à la fin, j'accepte de me faire soigner, et donc du coup je prends ma radio et je la pose dans le sable. Ce qui est hautement symbolique. Et me dit, mais t'oublies pas quelque chose. Et mon personnage, qui s'appelait Marc, dit, maintenant je laisse là pour d'autres enfants. Et puis je m'en vais. Et et du coup les gens étaient vraiment très frappés par ce personnage. Il était magnifique écriture. J'adorerais la rejouer d'ailleurs. Et ce serait de notoriété publique parce que l'autisme est un handicap qui du coup est de moins en moins visible parce qu'on en parle de plus en plus, on détecte beaucoup plus d'autistes. Ça serait de notoriété publique et d'intérêt public, je dirais même plus. Et c'est vrai qu'il faudrait la remonter. Alors après, je sais pas si je pourrais jouer encore aujourd'hui au niveau vocal, ça marcherait un petit personnage enfantin, parce qu'à l'époque, ça faisait vraiment image. Hein. J'avais la bouille qu'il fallait et la voix qu'il fallait, quoi. Et, ce gamin, tu le voyais vraiment, tu disais c'est le Petit Prince, quoi. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que il a un petit souci. Finalement, il y a quelque chose. Alors, je sais qu'on doit vous poser souvent la question, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre période Club Dorothée? C'est quand même la période... En fait, c'est une période chouette pour moi, mais c'est une période où j'ai beaucoup travaillé, parce que d'un seul coup, il y avait l'explosion des chaînes de télé. On est passé de 1 chaîne à 3 chaînes, et de 3 chaînes à 40 chaînes. Donc, il fallait beaucoup fournir, donc on travaillait jour et nuit. C'était très chouette. On avait beaucoup de boulot, on était très peu. Mais en fait, le Club Dorothée lui-même, on l'a très peu connu parce que eux, ils enregistraient au rez-de-chaussée et nous, on enregistrait au premier. Et on se croisait, presque pas, on se croisait à la cantine avec Dorothée. On se faisait coucou. Les musclés aussi, c'était mes potes, mais on se faisait coucou et hop, eux, ils allaient travailler en bas et nous, on allait travailler en haut, toi. Ah oui, donc voilà. Mais vous oubliez vraiment pour le Club Dorothée, bien vous sûr. saviez que c'était... Bien sûr. Ah oui, d'accord. Mais c'était en flux tendu. Oui. À peine ce qu'on faisait était fini d'enregistrer, que c'était monté et distribué tout de suite à la télé. C'était dingue, cette période était dingue. C'était un peu le Netflix d'aujourd'hui, où ces espèces de plateformes qui explosent et qui donnent un travail fou aux comédiens. Et du coup, ça reste, rétrospectivement, ça reste un bon souvenir pour vous? Ah oui, très très bon, bien sûr. Oui, j'imagine que vous avez pu avoir une liberté de ton... Disons que moi je faisais partie des gens très, très jeunes qui dirigeaient. Je crois que j'étais la plus jeune personne à diriger. Déjà à l'époque, oui, la direction. Ouais. Parce qu'en fait le dessin animé est arrivé
en même temps que moi, pratiquement, sur les chaînes de télé. Et mes aînés, ils ne connaissaient pas le dessin animé, ils connaissaient les séries, ils connaissaient les films. Mais le dessin animé, pour eux, c'était Bugs Bunny, c'était les trucs de Disney. Et là, d'un seul coup, ils voient arriver des trucs avec des cheveux pointus, avec des trucs J'aime la gym, des Vas-y Julie, des trucs comme ça. C'est quoi ça, quoi? Et donc, ils m'ont dit, ben, toi, t'es jeune, c'est ta génération, vas-y, dirige ça, tu connaîtras mieux que nous. Mais moi, je ne connaissais pas mieux qu'eux. Simplement, je me suis jetée dans l'eau. Je suis allée voir les chaînes, je me souviens, j'étais allée voir les responsables de la 5. J'ai dit, mais vous voulez quoi dans votre dessin animé? Parce que imagine-toi que souvent, par exemple, si tu prends l'exemple de Vas-y Julie, on recevait les films, pas en japonais, en doublage italien. Ouh. Ah ouais, mais c'est comme tu dis, j'imagine. C'est-à-dire qu'on ne comprenait rien. Ils avaient fait ça, la One Again. S'ils ne comprenaient pas une phrase en japonais, ils s'en foutaient, ils disaient 2 fois la même phrase. Donc ils pouvaient dire bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ah oui, d'accord. Mais rien à faire, hein. Oui. Parce que le dessin animé, pour tous ces gens-là, pour cette génération-là, le dessin animé était destiné d'abord aux enfants, aux mioches. Donc on peut faire de la merde, ils ne s'en rendront pas compte. Oui. Tu sais, c'est comme, tu peux parler devant le petit, il ne comprendra pas. Oui. Tu parles qu'il ne comprend pas. Ben voilà, c'est exactement ce sentiment-là. Et sauf que ces gens-là se sont trompés. Et du coup, moi, je suis arrivée à la 5 et je dis, vous voulez faire quoi? Ils me font, fais ce que tu veux. Et bien, j'ai fait ce que j'ai voulu. Donc, j'ai pris des super auteurs que j'aimais bien pour mon mari. Et puis, j'ai fait un choix de comédiens que j'estimais. Des jeunes, des moins jeunes. Je mélangeais des gens qui arrivaient, des gens qui avaient de l'expérience, etc. Et puis ça a fait des équipes de dessins animés et on s'est éclaté, mais vraiment. Ouais, là, franchement, et c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'on avait une grande liberté, on n'avait aucun ordre. Alors le problème, c'est que dans ce genre de trucs, il y a des équipes qui ont fait n'importe quoi. Et du coup, après, ça a été tout revissé, mais trop à mon goût. Toi, aujourd'hui, tu peux rien dire. Alors c'est ça justement la question. À l'époque, vous avez créé des gimmicks, mais iconiques. Je ne peux plus le faire. Mais voilà, aujourd'hui, vous n'avez plus du tout cette liberté-là? Non. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que il n'est pas imprimé, quoi. Il n'est pas. C'est dommage parce qu'en fait, on me dit c'est pas japonais, mais je dis mais non, c'est pas japonais puisque c'est la version française. Voilà. Alors maintenant, ils sont en train, tu sais, quand ils remasterisent les vidéos. Ouais. Ils enlèvent le nuage magique, et ils mettent Kinto-un. Mais je comprends pas pourquoi on met un nom japonais d'un coup. Oui, alors que on pour appeler mon nuage, parce que Kinto-un, ça veut dire nuage Kinto, quoi. Oui, voilà. Attends, je sais plus si c'est Un ou Kinto qui est le nuage. Mais Un, ça doit être le nuage. C'est Kinto son nom. Et mais je vais pas dire nuage Kinto. Toi, ça serait bizarre. Oui, ça fait pas. Et du coup, ils ont laissé Kinto. J'ai dû en dire un dans toute ma carrière et ils le recollent toujours le même. Et du coup, ça n'a pas de sens parce que toi, je faisais jamais le même nuage magique. Quand je partais à l'attaque, c'était pas le même nuage magique que quand je partais avec mon temps ou que je faisais une farce à Tortue Géniale ou autre, toi. Et c'est dommage. Et c'est dommage pour le coup parce qu'on se prive d'une partie de l'interprétation justement du comédien. Tout à fait. Ce qui est vraiment, vraiment très très dommage. Et justement, à l'époque donc toujours du Club Dorothée, vous étiez perçus comment, vous les comédiens de doublage, par les autres professionnels Alors, ça dépend. Au niveau des comédiens, de toute façon, on était tous comédiens et on allait jouer au théâtre, au cinéma, à la télé, etc. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie, tu vois, il n'y en a jamais eu. Sauf aujourd'hui, il y a une petite hiérarchie entre les gens qui font du dessin animé et les gens qui font du film. Bon, ça leur passera. Et, par exemple, mon agent, qui était un agent de cinéma et de théâtre, m'interdisait de mettre sur mon CV que je faisais du doublage. Ah, donc c'était mal vu? C'était très mal vu. D'accord. Elle me disait, c'est comme la pub. Tu pouvais pas dire que tu faisais de la pub. Tu pouvais en faire, mais en loose day, quoi. D'accord, il fallait pas que je ouais, c'est ça. Donc elle me disait, surtout, tu dis pas que tu fais du doublage. À l'époque, je devais faire Bonne Nuit les Petits et tout ça. Et ça l'horrifiait, mon agent, tu vois. Et
Et ça a changé maintenant? Ah bah maintenant, oui, maintenant tout le monde veut faire du doublage, même les stars. Moi, je me souviens d'une émission que j'ai faite avec Jean-Luc Delarue, où il y avait 2 comédiennes très connues. Et Jean-Luc qui adorait ce que je faisais, je venais de sortir le disque des chansons de Oui Oui, demande aux comédiennes de me donner la réplique sur Bonne nuit les petits, je crois. Et les filles ont dit non, on ne fait pas le même métier. Alors qu'au final, enfin, pour vous, c'est quoi? Il y aurait quoi comme différence entre comédien de doublage et comédien? Aucun. Il y en a aucun. Ces gens-là, aujourd'hui, ils viennent faire du doublage. Oui, c'est ça. Mais pas au même prix que le mien. Et peut-être pas aussi bien, parce que ça reste. Ça, je vous Le la travail juge. de la voix est peut-être pas forcément le même que quand il y a tout le corps. C'est plus difficile peut-être de faire passer des émotions juste avec. Oui, c'est ça, oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que. Alors, c'est le même métier, mais il est complémentaire. C'est-à-dire, on peut faire de la voix et on peut faire du théâtre et du cinéma de la même façon. D'accord. Et justement, moi j'ai toujours été fascinée par tout ce qui est travail de la voix. Et la question c'est comment on arrive à moduler sa voix pour la rendre unique pour chaque rôle? Parce que quand même entre Neptune et Sangohan, Ouais, bien on va sûr. tous sur la même. Et c'est les caractères des personnages, en fait. C'est parce que, justement, Toriyama, il a dessiné des personnages très caractéristiques. Toi, si tu prends Goku et Gohan, finalement, ils ont la même voix. Mais ils n'ont pas le même tempérament. Donc, bah, du coup, je les joue pas de la même façon. Mais c'est uniquement une question de tempérament, c'est pas du tout une question de voix. Si tu mets les 2 voix l'une sur l'autre, je suis sûre qu'elles se ressemblent. Mais c'est la façon de jouer qui est différente. Elles se ressemblent, enfin, pour ce qui est de la famille Gohan, oui, là je suis d'accord. Ouais. Mais même Petit Goten et Trunks, toi, je fais la fusion. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, etc. Mais il y en a un qui est guerrier et l'autre qui est tout tendre, tout mignon, etc. Donc ils sont toujours en train de se fighter. Goten n'aura jamais le dessus sur Trunks qui est trop belligérant, quoi. Et du coup, c'est chouette. C'est marrant. Et c'est comme ça que tu vas les différencier. Et comment vous arrivez à les retrouver d'un coup? C'est l'image. Si on vous dit tout de suite, allez, Trunks, quoi, enfin. Ouais, mais c'est l'image. C'est l'image que tu as dans la tête de ces personnages-là. Et du coup, je les connais par cœur, quoi. Ça fait 30 ans que je vis avec eux. Hein. C'est sûr. L'air de rien. La mine de rien, oui, 30 ans. J'étais relativement jeune. J'ai bien dit relativement. Du coup, maintenant, vous avez toujours fait de la direction d'acteur. Vous continuez le doublage. Vous continuez peut-être aussi le théâtre. Oui, chaque fois qu'on me propose, ouais, mais pour l'instant, ça fait un moment que j'ai pas remis mes pieds sur scène, mais j'ai très envie. Ah bah du coup, ça peut être une opportunité, hein, si quelqu'un voit Brigitte est disponible. Et du coup, qu'est-ce que vous avez préféré faire dans toute votre carrière? Ah non, mais j'ai aimé tout ce que j'ai fait. Hein. Vraiment, vraiment. Et c'est ça qui est chouette dans mon métier, c'est qu'il est très, très ouvert, très éclectique. Et un jour, tu es à la radio, un jour, tu es au cinéma, l'autre jour, tu fais une pub, je suis sur ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, c'est des rencontres. Regarde, je suis là aujourd'hui. C'est pas le bonheur, ça? Si. Pour moi aussi, hein, pour moi aussi, le bonheur. Pour moi aussi, c'est le bonheur d'avoir pu rencontrer Brigitte Lecordier. Hein, j'en profite pour faire pousser 2 minutes. Alors, moi, j'avais une autre question. Vous avez donc du coup lancé votre chaîne YouTube et votre chaîne Twitch, qui sont super intéressantes et vous parlez de votre métier, de Allo Nounou, tout ça. Et comment ces médias sont venus à vous intéresser? Parce que c'est un peu l'inverse. En fait, c'est un outil. C'est-à-dire que du coup, j'avais les Allo Nounou que j'avais fait pour Canal+, mais qui avait été diffusé pendant 1 an ou 2. Et je m'étais dit, c'est tellement dommage, c'est des petits bijoux. Et ils vont être dans un tiroir. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et je venais juste de travailler avec Cyprien sur l'épopée temporelle. Et du coup, j'en parle à Cyprien, je dis, mais qu'est-ce que tu ferais avec mes Ninous? Tu penses que ça a sa place sur Internet? Et Cyprien me dit, mais c'est évident, quoi. Et il faut que tu fasses une chaîne YouTube où tu parles de doublage, de trucs comme ça. Ça va intéresser tout le monde. Et il avait bien raison. Il avait totalement raison, parce que c'est vrai que si vous ne connaissez pas, je vous suggère d'aller vous abonner à la chaîne de Brigitte, parce que franchement,
c'est une mine d'or d'informations quand on est un tout petit peu intéressé. Merci. Ah bah oui, donc c'est vrai. Et voilà, et c'est chouette parce que du coup, je peux parler effectivement de mon métier, mais je peux en parler différemment de ce que les gens voient. C'est-à-dire, je montre ce qui est derrière, comment on fabrique, comment on fait tout ça, pourquoi j'ai fait tout ça. Et c'est ce qui est intéressant justement quand on est comme moi, qu'on n'a pas l'habitude en fait de savoir comment ça se passe justement en backstage. C'est toujours intéressant d'entendre des professionnels parler de leur métier. Ouais, c'est un métier de l'ombre, donc c'est rigolo quoi. Ça prend le jour quoi. C'est ça. Et alors du coup, moi j'ai regardé quelques Allo c'est Ninou, je trouve ça super mignon. Ah merci. J'aime beaucoup. Mais comment on passe de Allo c'est Ninou, Bonne vie les petits, oui, que mon fils regarde et regardait, hein, enfin parce qu'il a 12 ans maintenant, mais que mon fils regardait, à Pipoudou par exemple. C'est logique. C'est logique parce que toi, j'ai commencé ma carrière moi avec Dragon Ball, oui, que tu as connu. Et en fait, ces gens-là, ils ont grandi et ils ont grandi avec moi. Et puis aujourd'hui, ils font du dessin animé, ils font de la production, ils font des films, ils font des podcasts, ils font toutes sortes de choses, ils font des chaînes YouTube et tout ça. Et du coup, ils ont envie de travailler avec moi. Et Balak, pour le nommer, et tous, tous les Bobby Pills et tout ça, quand ils ont fait appel à moi pour les Cassos, ils étaient tous fous dingues de me rencontrer. Ils avaient tous envie de travailler avec moi parce qu'ils me connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils m'ont dans l'oreille et donc il y avait des gamins qui passaient par là. Ils se sont dit, il faut que ce soit Brigitte, quoi. Et ils n'osaient pas trop m'appeler parce que je disais, ouais, elle va demander un paquet de fric et tout ça. Et évidemment, moi, il n'y a que l'argent qui m'intéresse. J'y crois même pas une seconde. Donc, du coup, voilà, on a appris à se connaître et on a aimé travailler ensemble, quoi. Et on s'est connus sur les Cassos. Et puis, Balak était en train d'écrire Pipoudou et il disait pour ce petit personnage, il n'y en a qu'une, c'est Brigitte. Et donc il m'a appelé et c'était rigolo parce qu'ils n'osaient pas trop me demander en même temps. Ils disaient, pour vous qu'elle dise oui, mais si elle disait non, ça serait une catastrophe parce qu'on n'aurait pas de plan B, quoi. Et du coup, ça a été un bonheur absolu que de faire ce petit voyou de hamster. Et en même temps, il est hyper mignon, lui. Il est hyper naïf. Hein. Oui, limite, c'est même le plus soft de tous. Il est complètement soft. Lui, il ne dit rien. Il apprend la vie avec ses copains. Bon, il a des drôles de copains quand même. Oui, surtout cette espèce de taureau bizarre. Mais un peu beaucoup. Et Flic aussi, ouais. La chaîne n'est pas mal non plus aussi. Oui, mais tout ce qu'elle dit est scientifiquement vrai. Ah, c'est vrai. Ah oui, mais vraiment à 300%. Ah d'accord. Ah bah c'est tout ce qu'elle dit dans le dessin animé est totalement scientifiquement vrai. Bah après, sa façon de dire est géniale, je trouve. Oui, la façon de dire. C'est Jeanne Chartier, qui est une excellente comédienne aussi, et que j'admire et que j'estime beaucoup. Est-ce que, alors outre les grands personnages iconiques que vous avez incarnés, hein, il y en a énormément. J'ai regardé justement hier, toujours avec mon fils, parce que je passe beaucoup de temps avec mon fils. Il me disait, mais c'est qui la dame que tu vas rencontrer, maman? Donc je lui ai montré un petit best-of de vos voix, et je me rappelle que vous avez fait autant de choses. Et vous, donc, en tant que comédienne, est-ce qu'il y a, au-delà de ceux qu'on connaît tous très bien, un personnage un peu moins connu pour lequel vous avez un affect particulier et que vous aimeriez un peu mettre en lumière? Il y en a plusieurs, mais peut-être ce qui me viendrait à l'idée, c'est Conan, le fils du futur. Conan, c'est un personnage, c'est un des premiers Miyazaki qui arrive en France. Oui. J'ai eu la chance de l'incarner. Alors bizarrement à l'époque, parce que comme les chaînes ne connaissaient pas Miyazaki, ils se sont pris le culot de couper ses films par séquence de 5 minutes. Ah ouais. Donc au début c'était coupé en petits tronçons comme ça qui passaient. À mon avis, j'ai jamais revu, mais ça devait être un peu particulier. Et puis j'ai eu la chance d'incarner ce personnage sur la série, et c'est vraiment génial, quoi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne justement pour expliquer un petit peu ce que c'est que ce dessin animé.
Et en fait, c'est la genèse de tous les Miyazaki. C'est-à-dire, c'est ce personnage, et ça parle de la 4e guerre mondiale. Oui. On a déjà pas eu la 3e. Voilà. Et comment je vais dire, un monde un peu apocalyptique et où il y a un grand-père et son petit garçon qui restent sur une île et eux ils vivent bien mais ils savent ce qui s'est passé mais la vie a repris son cours, etc. Et d'un seul coup ils pensent qu'ils sont seuls au monde, et d'un seul coup il y a des gens qui arrivent d'ailleurs et qui sont pas des gens très sympas. C'était un très très beau Miyazaki d'ailleurs. Magnifique. Ça a été remasterisé là. Oui, il y a pas et c'est passé chez ADN. C'était assez chouette. Oui, c'est ça. Ouais. On a pu regarder justement via notre abonnement. Et du coup, est-ce que vous avez un bon souvenir de doublage? Pour moi, ils sont tous bons. Je me suis vraiment toujours amusée. Après, c'est toujours les derniers qui sont toujours les plus chouettes, quoi. Là, Pipoudou, justement, on s'est marré comme des bananes avec Balak et toute l'équipe. Et c'était quand même assez joyeux, je dois dire. C'est libérateur d'incarner un personnage comme ça. Toute ma vie, j'ai eu envie de faire dire des gros mots. Oui, hein. J'imagine. Et là, c'était autorisé. Alors, et j'étais payée pour. Pourquoi se priver? Non, c'est formidable. J'imagine. Alors... Mais j'ai eu beaucoup de chance en fait. J'ai incarné beaucoup de super personnages. Donc, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Je me rappelais pas qu'il y en avait eu autant, notamment dans Les Alpes à la Cannelle. Ouais, c'est marrant, j'en ai signé ce matin. Puis, je me rappelais même plus que j'avais fait ça. Ah oui, Denis. Denis. Le pauvre. Ah, je crois qu'il lui arrive tout, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas de bol. Je crois qu'il se casse la jambe, son père meurt, sa mère est handicapée, son chien il tombe malade. C'est bien pas Rémi sans famille, il pour rien, mais on n'était pas loin. C'est pour ça qu'il s'appelait Denis. C'était pour ça. Denis Rémi, c'est pas loin. Ah si, j'avais une autre question, j'avais une dernière question. Je pense qu'on doit vous la poser à chaque fois celle-là. Mais bon, je ne peux pas résister à l'envie de vous la poser quand même. Est-ce que vous auriez des conseils pour des jeunes comédiens qui voudraient se lancer dans le doublage ou des jeunes qui voudraient se lancer dans le doublage? Si tu as envie de faire du doublage, en fait, il faut absolument être comédien. Il faut prendre des cours parce que quand tu arrives en studio, il faut être hyper efficace tout de suite. Donc il faut savoir rire, pleurer, donner tous les sentiments qu'il faut par rapport au personnage qui est en train de jouer. Après, il faut être courageux et prendre son sac à dos et aller dans les studios, se faire connaître des directeurs artistiques. Et ça, c'est très dur. Mais c'est très dur dans le théâtre, c'est très dur dans le cinéma. C'est les métiers artistiques qui sont difficiles d'accès. Et une fois qu'on est lancé, on est lancé, mais c'est des rencontres, c'est des coups de chance, c'est beaucoup de travail tout de même. Et c'est beaucoup de boulot. Oui, parce qu'il faut être vraiment performant. Quand tu fais un essai, des fois tu as 60 personnes sur un essai, il n'y en a qu'un qui sera pris. Et c'est toi, il faut que ce soit toi. Donc il faut arriver à convaincre tout le monde que c'est toi le meilleur, quoi. Et c'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que tu as donné envie de bosser avec toi. C'est beaucoup plus, c'est peut-être un peu... Il y a quelque chose... voilà, et il faut faire image, il faut que ça soit évident pour les gens qui choisissent. Et des fois, tu te dis pourquoi il a été choisi, pourquoi j'ai été choisi. Tu ne peux pas le savoir, quoi. Ouais, pourquoi j'ai été choisie sur Goku, je pense qu'il y avait d'autres filles qui ont essayé, qui étaient très très bien aussi, quoi. Pourquoi j'ai été choisie? Peut-être pour ce timbre de voix inimitable. Certainement. Très certainement, ouais. Franchement, là-dessus, je n'en ai aucun doute. Je n'en ai aucun doute. Donc, du coup, les cours de comédie, ça c'est la base. Mais c'est indispensable. Indispensable. Parce que, est-ce qu'on peut plus se tromper sur scène qu'en doublage? Non, parce qu'en fait, sur scène, tu as eu tout un temps de répétition. Ton texte, tu l'as eu en avance, tu as répété.
Et quand tu viens jouer sur scène, tu connais ton texte, tu connais ton rôle, tu sais ce que tu joues. Quand tu arrives en doublage, tu sais pas ce que tu joues. Sauf si on te dit c'est beaucoup qui revient, etc. Si c'est une série que tu as déjà faite. Mais les 3/4 du temps, c'est des choses que tu ne connais pas, que tu vas découvrir. Donc il faut être dans l'immédiateté. Il faut savoir faire les choses tout de suite. Ah oui, il n'y a jamais, en doublage, vous avez jamais le texte un peu avant ou un script ou quelque chose? Jamais. D'accord. Non, jamais. C'est au moment où tu vas le faire que tu le découvres. Alors, des trucs comme Pipoudou, j'ai eu le texte avant, on a répété avant, et ils m'ont montré ce qu'ils avaient envie de faire, etc. avant. Et parce que c'est de la création française. Mais quand tu es en doublage, non, on t'appelle, on dit t'es libre mardi, et puis mardi t'es libre, et tu viens, on dit ben, tu fais le gros monsieur rouge, et puis tu fais le gros monsieur rouge. Ou tu fais la grenouille verte, tu fais la grenouille verte. Mais voilà, il faut être dispo, et tu es immédiatement la grenouille verte. Donc toi, il faut être vraiment bon comédien pour pouvoir tout de suite tu dis ok d'accord j'y vais. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est sûr. C'est pas forcément évident. La voix et c'est surtout le jeu. Parce que la voix elle vient toute seule, mais le jeu il vient pas tout seul, il vient avec le travail. C'est sûr. Et du coup vous vous servez quand même de votre corps quand vous doublez parce que bien sûr. Bien sûr. J'imagine. Alors on se retient, mais parce qu'on peut pas. Parce qu'on a des camarades à droite et à gauche, mais tu es obligé de bouger, tu es très expressif. Quand il y a des doublages qui sont filmés, on voit que les gens sont très expressifs. Oui, souvent ils font la même tête que leur personnage. Alors c'est justement, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que vous dites que vous incarnez tel personnage, mais vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez dire ou faire. Et pourtant, vous arrivez à prendre quasiment en temps réel la même expression que le personnage. Parce qu'on le joue, on joue la même situation. On le regarde et c'est l'inspiration de l'image, quoi. Et donc, du coup, ça doit être plus dur pour le jeu vidéo, non? Parce que vous n'avez souvent pas les images. Oui. Ouais. Et ça, vous en avez fait aussi beaucoup. Ouais. Le jeu vidéo, c'est très particulier parce que là, du coup, on travaille au spectre. Donc, tu as un spectre qui fait une certaine longueur et on te dit où il faut être exact, où tu as 10% des fois. Tu as souvent 10% ou 20%. Et voilà, et tu as une phrase à dire. Et tu dois la mettre là-dedans et essayer de comprendre à qui parle le personnage puisque tu n'as que des fichiers audio. Et puis en plus, il n'y a aucune référence sur ce qui s'est dit avant, ce qui s'est dit après. Alors maintenant, les directeurs artistiques de jeux vidéo, on les briefe, même parfois il y a des directeurs artistiques américains ou autres qui sont en ligne en même temps qu'on enregistre. De plus en plus. Il y a de la qualité qui s'y met, il y a des animatiques, il y a des choses comme ça qu'il n'y avait pas avant. Mais malgré tout, parfois tu ne sais pas trop ce que tu joues, quoi. Ouais, donc ça doit être un peu plus déstabilisant encore. Ah ouais, mais c'est bien, il faut aller à fond, puis voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'on sent à chaque fois qu'on écoute un dessin animé ou qu'on écoute votre voix, on sent que vous vous éclatez. Ouais, bah oui, j'espère bien. Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment de nous avoir accordé cette interview. Ben merci.